Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un document qui peut paraître un peu rébarbatif, mais qui est absolument crucial, le cahier des charges de formation. En gros, c'est l'outil qui fait toute la différence entre un projet de formation réussi et de l'argent tout simplement gaspillé. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous la question qui fâche. Comment ça se fait que tant de formations, parfois avec des budgets conséquents, passent complètement à côté de leur objectif ? L'argent est dépensé, le temps est perdu et au final, les compétences attendues ne sont pas au rendez-vous. C'est un problème qui est non seulement coûteux, mais aussi très frustrant. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Écoutez un peu cette anecdote de Nathalie Mollier, une formatrice. Des participants qui arrivent en formation juste après une nuit de travail. Forcément, ils dorment. Ça paraît évident, non ? Eh bien, c'est ce genre de détail oublié qui peut faire dérailler tout le projet. C'est la conséquence directe d'un manque de planification. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour éviter ce type de catastrophe. Et ce n'est pas un simple document administratif de plus, non. C'est un véritable outil stratégique, un support pour le dialogue et la construction. Le fameux cahier des charges. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? La définition officielle parle de document contractuel. C'est un peu formel. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce document couvre 4 dimensions clés. L'administratif, le pédagogique, le financier et l'organisationnel. C'est ce qui va permettre de poser un cadre solide pour s'assurer que tout le monde avance dans la même direction. Et là, attention, petit point très important. Il faut bien faire la différence entre le cahier des charges de la demande et celui de la formation. Le premier, c'est l'expression du besoin initial, le pourquoi on lance le projet. Le second, c'est celui qui va servir de base de négociation avec le prestataire, celui qui va définir le comment et qui va vraiment lancer la commande. Finalement, il faut vraiment voir ce document comme le plan d'un architecte avant de construire une maison. Sans ce plan, on construit un peu à l'aveugle en espérant que les murs tiennent. Avec lui, on s'assure que chaque brique, chaque euro, chaque heure passée, tout ça contribue à un résultat qui est solide et qui a du sens. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. Comment est-ce qu'on le rédige, ce fameux document ? C'est assez simple en fait. Tout est structuré autour de 5 piliers fondamentaux. Les voici. En premier, on a le contexte et les problématiques. Ensuite, tout ce qui touche à la pédagogie. Puis la logistique, les exigences de l'entreprise. Et pour finir, les modalités de contractualisation. Ces 5 parties, ensemble, forment la colonne vertébrale de n'importe quel projet de formation sérieux. Le premier pilier, c'est la base de tout, le contexte. C'est le fameux « pourquoi ». On doit y décrire l'entreprise, le problème précis qu'on cherche à résoudre, et surtout, il faut répondre à cette question fondamentale. Cette formation sera un succès si quoi exactement ? La réponse à cette question, ce sont les bénéfices attendus, le retour sur investissement. Comme le dit très bien l'ingénieur formation Gaël Lejar, cette première étape est en fait un véritable diagnostic. L'idée, c'est de mesurer l'écart qu'il y a entre les compétences que les gens ont aujourd'hui et celles dont ils auront besoin demain. C'est précisément cet écart qui justifie l'investissement. On passe au deuxième pilier, la pédagogie. Ici, la toute première question à se poser, c'est à qui s'adresse-t-on ? Le profil des apprenants, leur niveau, leur expérience, c'est fondamental. Ensuite, on va traduire les grands objectifs de l'entreprise en objectifs d'apprentissage très concrets. À la fin de la formation, ils devront être capables de faire quoi de nouveau exactement ? Et c'est important parce que, comme le rappelle le professeur Daniel S. Evans, un adulte n'apprend pas passivement en restant assis sur une chaise. Il a besoin d'être un co-investisseur, d'être acteur de son apprentissage. C'est pour ça que les méthodes pédagogiques doivent être actives, avec des études de cas, des mises en situation. Bref, il faut que ça bouge. Ok, les 3 derniers piliers sont plus opérationnels, mais ils sont tout aussi vitaux. Le troisième, c'est la logistique. Où, quand, avec quel matériel. Le quatrième, ce sont les exigences, le planning précis, le budget à ne pas dépasser. Et enfin, le 5e pilier, le contrat, qui fixe les règles du jeu. Ce sont tous ces détails qui vont garantir que tout se passe sans accroc. Une fois que ce document est rédigé, il devient la base pour discuter avec les organismes de formation. Et qui dit discussion dit souvent négociation. Voyons ensemble les points qui reviennent le plus souvent sur la table. Premier point de friction classique, la durée. Du côté de l'entreprise, la logique est souvent plus c'est court, moins ça coûte. Mais le formateur, lui, sait très bien que pour acquérir de vraies compétences, il faut du temps. Tout l'art de la négociation est de trouver le bon équilibre. Deuxième sujet chaud, la taille du groupe. Ah, la tentation de mettre 20 personnes dans une salle pour réduire le coût par tête. Mais c'est une fausse bonne idée. La qualité et l'interactivité s'effondrent. En général, pour que ça marche, un groupe de 8 à 12 personnes, c'est vraiment l'idéal. Troisième point, le lieu. Organiser la formation sur le site de l'entreprise, ça semble économique. Sauf que c'est souvent un piège. Le risque, c'est que les participants soient rappelés à leur bureau à la moindre pause, qu'ils répondent à leurs emails. Pour une vraie immersion, il est souvent préférable de les sortir de leur environnement de travail.
Et enfin, le calendrier. On a tendance à vouloir planifier les formations pendant les périodes calmes. Le problème, c'est que si la formation a lieu 6 mois avant que les compétences ne soient nécessaires, une grande partie sera oubliée. Former les managers aux entretiens annuels en juillet alors qu'ils ont lieu en décembre, c'est totalement contre-productif. Allez, pour finir, récapitulons les erreurs à ne surtout pas commettre. Voici les 3 don'ts absolus du cahier des charges de formation. Il y a 3 choses à garder en tête. Premièrement, ne jamais sacrifier la qualité en surchargeant les groupes. Deuxièmement, ne jamais rien considérer comme évident. Souvenez-vous de l'anecdote des travailleurs de nuit. Et troisièmement, ne jamais sous-estimer à quel point l'environnement de travail habituel peut saboter une formation. En définitive, le plus important, c'est de changer notre regard sur ce document. Le cahier des charges, ce n'est pas une corvée administrative. C'est en fait le début d'une conversation stratégique, un outil pour construire ensemble une solution qui aura un impact réel et mesurable. La question finale est donc toute simple. Le prochain projet de formation sera-t-il construit sur des suppositions et des on-dit ou sur un plan solide et réfléchi? Le succès de tout l'investissement en dépend.